Sur mon téléphone, moi. Sur mon téléphone, mais là, il n'y a pas de live. Ok. Bah, essaye de mettre, si tu peux, le live sur ton ordi, comme ça tu vérifies en image. Pas que là, le live, il est lancé. Ouais. Là. Bah, je le vois pas sur Facebook. Attends. Ça va venir. Attends. On est en live, ok? Parlez ça. Alors. Je vois pas le live en fait. Ibrahim, tu vois quelque chose? Je rigole pas là. Comment? Un instant, le temps qu'on... C'est horrible la connexion. Ok. Est-ce que les autres sont là? En fait, là, on est en direct, mais je vois personne. Si, c'est Ouais, normal. mais on le voit pas. Encore lancé. Ah, ok. Elle va le lancer tout à l'heure. En fait, là, on est en direct, mais je vois personne. Est-ce que tu peux couper ton son, diminuer ton son sur le live que tu regardes, Inde? Enlève ton son sur le live que tu regardes. Ouais. Sur Facebook, ce que tu regardes. Tu m'entends? Oui. Ouais, ça marche. Ok. Amal et Ramatoulaye, elles sont là ou pas? Oui, on est là. Ok. Super. Bon, bah, on attend encore peut-être 1 ou 2 minutes avant de commencer. T'as dit quoi? Oui, on voit tous le mur pour le moment. Ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, pour vous dire un peu comment on va procéder. Donc, comme vous l'avez bien compris, on va parler plus ou moins des violences policières pendant cette période de confinement. On va essayer de faire ça en 2 étapes. D'abord, on va parler d'abord de la différence de traitement entre les banlieusards et les Parisiens, que ce soit le traitement médiatique, mais aussi le traitement policier. Donc voilà, et ensuite, dans un deuxième temps, on va parler concrètement des violences en prenant le cas de Villeneuve-la-Garenne, donc ce qui s'est passé il y a 2 jours. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde est encore là? Ah. Ok. Très bien. Bon, on va attendre que Leïla nous Elle est là? Ah, je crois que là, j'entends quelqu'un. Est-ce que tout le monde a bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui. Ok, super. Alors. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais, c'est une galère. Hein. On entend hyper mal. Donc, ceux qui voient un mur, c'est tout à fait normal. Ibrahim, t'es toujours en vie? Comment? Oui, je suis toujours en vie. Donc, ceux qui nous regardent, on est en train de mettre en place le live. Les caméras vont arriver très vite, vous allez nous voir. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, la thématique, c'est les violences pendant cette période de confinement, que ce soit la différence de traitement entre les Parisiens et les banlieusards, mais aussi la violence physique que subissent certains habitants des quartiers populaires.
Donc voilà, en attendant que ça arrive, si vous avez déjà des réactions, vous avez déjà un avis sur la question, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire, à poser également vos questions auxquelles on essaiera de répondre avec Indayadi, Amal Bentoussi et Ramatoulaye. Nos deux invités d'aujourd'hui seront Amal et Ramatoulaye. Donc, Amal qui est la présidente, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, porte-parole, pardon, porte-parole du collectif Urgence, notre police assassine. Et Ramatoulaye, qui a été victime de violences policières pendant cette période de confinement, c'était à Aubervilliers. J'ai plus la date exacte, mais peut-être que Ramatoulaye pourra. De toutes les façons, Ramatoulaye nous rappellera les faits tout à l'heure. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on commence ce petit débat. Alors là, le truc, c'est que je vois que dans les commentaires, c'est qu'on voit toujours le mur en briques noir. Donc, est-ce que ça, c'est normal ou pas? Alors, ça va arriver. Nos images vont arriver très vite. D'accord. J'espère que les gens seront assez patients. Ça arrive. Ok. Donc, peut-être en attendant, si les gens nous entendent toujours, on peut peut-être en profiter pour faire les présentations. En attendant, Amal, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement, nous dire ce que tu fais et pourquoi cette cause est plus concerne? Alors, Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc, je suis une famille de victimes qui est membre de ce collectif qui existe depuis 8 ans maintenant. Et donc, l'objectif de ce collectif, c'est de dénoncer constamment les cas de violences policières et essayer d'accompagner aussi les victimes, les familles, quand il y a décès, et de les accompagner de façon, d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue psychologique, parce que on vit tous à peu près les mêmes drames, et du coup, la difficulté, quand on est victime de la police, on n'est pas une victime à part entière, on est une victime qu'on va criminaliser, qu'on va aller essayer, que les syndicats policiers vont essayer à travers les médias de criminaliser, soit à titre posthume ou soit quand les victimes ont été blessées, on va essayer d'aller chercher quelconque justification qui ne justifie rien en fait. Donc, et c'est souvent le cas, on le voit bien dans différentes affaires. Et donc l'idée, c'est vraiment depuis 8 ans d'être constamment présent sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Là, avec l'association ONPVP, qui sont les mêmes familles que Urgence Notre Police Assassine, on a monté une application qui s'appelle Urgence Violence Policière. Donc, filmer la police peut sauver une vie. Et l'idée, c'est que les gens puissent télécharger cette application. Et comme on s'est rendu compte aussi à chaque fois que les policiers, en règle générale, récupéraient les images des gens qui ont filmé. Et c'est aussi une façon de… Donc là, ils n'en auront plus la possibilité. Ça sera envoyé directement sur nos serveurs. Et donc, ils n'auront plus la possibilité d'envoyer, de supprimer ces images via le téléphone. Donc, pour le moment, elle est disponible sur Android et très prochainement sur iOS. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. Et donc, voilà, l'idée, c'est de ne rien lâcher, de vraiment de ne pas se dire, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires où les gens sont un peu défaitistes et se disent qu'en fait, on peut rien contre la police. C'est difficile de traduire des policiers devant la justice, mais il faut se battre, il faut le savoir. Et à partir du moment où on le sait, c'est à nous de réagir et c'est à nous de faire en sorte qu'on soit plus fort, en fait. Et du coup, le fait de ne pas porter plainte, de ne pas aller jusqu'au bout, c'est aussi leur laisser la liberté encore de continuer. Et même en termes de statistiques, parce que les remontées les remontées qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de plainte,
C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, en fait. Et du coup, l'idée, c'est, même si on sait que ça va être difficile, mais toujours porter plainte, essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, nous, on travaille avec un collectif d'avocats qui est prêt à réagir, qui est prêt aussi à accompagner les familles de victimes ou victimes gratuitement. On les remercie parce que ce sont des avocats qui donnent de leur temps, qui donnent, voilà, et sans rien demander, et parce que c'est des avocats voilà, qui sont touchés par cette question-là, et on doit tous s'indigner autant que possible à chaque fois qu'on en a la possibilité, et de ne pas rentrer dans ce jeu du confinement, parce que moi je suis navrée, en ce moment je vois des gens qui habituellement avaient l'habitude de critiquer la police par rapport à ce qui se passe pendant le confinement, et que là certains trouvent ça normal, et on va aller chercher des justifications, pourquoi il était dehors, pourquoi il n'avait pas son attestation, et pourquoi. Donc, on va aussi parler tout à l'heure ensemble, parce que c'est vraiment un point important qu'on voit chez des personnes, en fait, qui d'habitude vont vraiment critiquer la police, mais dans ce contexte de confinement, vont un peu se ranger du côté de ceux qui critiquent justement les gens qui sont victimes de la police. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Avant que les images n'arrivent, est-ce que, Amal, tu peux nous expliquer un peu, toi, comment tu as été amené à t'engager? Tu as dit tout à l'heure que ta famille a été victime. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux raconter brièvement ton histoire? À la limite, je préfère laisser la parole à Ramatoulaye parce que je pense que c'est important. Et après, je résumerai. Il y en a beaucoup qui me connaissent, mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de donner la parole aussi à ces victimes qui sont invisibles. Pour ma part, beaucoup de gens connaissent mon histoire, et je ferai un bref résumé du parcours que j'ai eu depuis 8 ans. Et j'aimerais qu'on entende Ramatoulaye, qui pour moi, c'est très important de son témoignage et de ce qu'elle a subi, et de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Exactement. Docteur Ramatoulaye est avec nous. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que tu peux parler juste un peu plus fort, on t'entend un peu de loin? Attendez alors. Alors répète. Alors là, vous m'entendez? Ouais, c'est beaucoup mieux. Vas-y, Ramatoulaye. Alors, je me présente, je m'appelle Ramatoulaye, j'ai 19 ans. Et le 19 mars passé, je me suis fait agresser par les policiers. Pour moi, j'appelle ça une agression. Parce que je suis partie faire des courses pour mon petit, et quand je rentrais à 50 mètres de chez moi, je me suis arrêtée juste pour me reposer un peu vu que mes courses il étaient lourds, et après ils étaient à l'autre côté de la route, et quand ils sont arrivés ils m'ont trouvé et ils m'ont dit qu'est-ce que je foutais là, et je les ai répondu que je suis en train de faire une pause parce que mes courses sont lourdes, et ils m'ont répondu rentre chez toi, et quand ils m'ont dit ça, je leur ai répondu que je vais partir, mais pour l'instant je suis en train de me reposer, après j'irai. Après ils m'ont dit dans ce cas, donne-nous ton attestation vu que tu fais l'insolente. Donc, je leur ai répondu que je n'avais pas l'attestation. Et il m'a demandé ma carte d'identité. Vous n'avez pas fini de parler pour dire pourquoi je ne l'avais pas, qu'il m'a demandé déjà ma carte d'identité. Je l'ai passé, et quand je l'ai passé, ma carte d'identité, lui, il est en train de noter. Et il y avait un autre policier qui me disait est-ce que c'est ton cousin qui va payer? Est-ce que c'est ton oncle qui va payer? Est-ce que c'est ton frère qui va payer? Je lui ai dit non, et il m'a dit c'est bien, si c'était lui, il allait pas payer. J'étais d'accord. Après cela, le policier qui avait fini de noter ma carte d'identité, il était en train de noter, et il y avait aussi mes sœurs qui venaient parce que eux, ils voyaient ce qui se passait. Mon père, il a dit à mes deux sœurs de venir payer parce que ils ont vu que je suis en train de parler avec les policiers, et je les ai dit, je les ai criés comme ça à haute voix de dire ne venez pas, parce que si vous venez, que le policier il a dit qu'il va
il va vous foutre des amendes. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, tiens, quand ils viennent aussi ils vont se foutre des amendes. Et après, il m'a dit, j'ai même pas fini de parler, il m'a dit ferme ta gueule. Tu sais même pas parler français. Il dit, c'est pas parce que tu es un policier que tu as le droit de m'insulter. Après cela, il a continué de m'insulter. Il m'a encore dit ferme ta gueule. Et moi, je lui ai dit ferme ta gueule parce que c'est pas parce que tu es un policier que tu as le droit de m'insulter. Et voilà. Et après cela, ils ont commencé à m'entourer. Il y avait, ils étaient 6 sur moi. Il y avait 2 qui étaient avec mon petit frère pour le garder. Et eux, ils ont commencé à m'insulter, à me faire ferme ta gueule, sale pute, sale merde. Et moi, je les ai répondu de mieux que je peux. Et le policier qui avait ma carte d'identité, il a sorti son taser, il est venu à côté de moi, il a dit, depuis tout à l'heure, tu les réponds. Pourquoi tu fais l'insolente quand on t'appelle? Pourquoi tu réponds? Moi, je lui ai répondu, c'est pas parce que tu es un policier que tu as le droit de m'insulter, et moi, je réponds pas. Et après, il a sorti son taser, il m'a dit, pousse-toi. Je l'ai pas toussé, il m'a dit, pousse-toi sinon je vais te taser. Il a sorti son taser, après, il m'a tasé. Après, j'ai crié, et après, ils ont, ils m'ont, comment ça s'appelle? Oui, ils m'ont mis une crossée, je suis pas tombée. Et après cela, ils m'ont poussé et c'est là que je suis tombée. Ils étaient 4 sur moi pour me mettre les mains. Et là, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour faire les mondes parce que moi, quand ils m'ont mis à terre, j'étais en train de pleurer parce que c'était horrible. 4 personnes, 4 hommes sur moi, Ouais. c'était catastrophique pour moi. Et après, eux, ils commençaient, il y avait un autre, il avait un visage rond, un policier. Il continuait à m'insulter, à me dire sale pute depuis tout à l'heure, tu répondais là, tu peux plus répondre vu qu'on va te faire les monettes. Après, il m'a mis les monettes et ils m'ont jeté dans leur frigo quand j'étais dedans et quand j'étais dans le frigo, ils me frappaient, ils me giflaient, ils m'insultaient en même temps. Ils me demandaient si j'étais sénégalaise ou mauritanienne ou malienne. J'ai pas répondu. Il y avait un autre policier qui avait répondu, qui a dit que non, j'étais une sénégalaise. Il a dit, ah, t'as de la chance. Si t'étais une malienne, t'allais voir. Pour moi, j'ai pris ça pour une menace parce que la façon dont il a dit, pour moi, c'était racial parce que il a dit de manière vraiment que j'ai de la chance là, j'étais chanceux parce que s'ils étaient maliennes, vous allez vraiment voir. Donc, il disait, ouais, nous, de toute façon, que tu sois une fille ou pas fille, nous, on s'en bat les couilles. Il disait aussi, eux, ce sont des policiers, on va rien leur faire, ce sont des policiers, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et après, ils ont continué à m'insulter, à me dire, ils m'insultaient de toutes les langues, sale pute, sale petite merde, jusqu'à qu'on est arrivé au commissariat. Et là-bas aussi, c'était pareil, ils m'insultaient et moi, je répondais plus parce que j'en pouvais plus de les entendre m'insulter. Et là, donc, quand on est arrivé au commissariat, devant la cellule, ils ont vu, il y avait un vieux homme dans une cellule. Après, ils ont dit, tiens, de toute façon, il n'y a pas une autre cellule, on va le jeter dans la cellule avec lui, comme ça, elle va attraper le coronavirus. Et ils m'ont mis avec le vieux homme. Et là-dedans, bah, quand ils m'ont fermé, ils faisaient des allers-retours, en même temps, ils m'insultaient. Et je suis restée là-bas 1 heure de temps. Et après cela, ils m'ont dit de sortir. Quand je suis sortie, ils m'ont pas donné d'attestation de sortie. Ils m'ont juste donné, ils m'ont rien donné. Ils m'ont juste fait signer un papier, soi-disant. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait cela. Je sais pas pourquoi ils m'ont insulté. Je sais pas pourquoi j'étais là-bas au commissariat. Je sais pas comment j'en suis arrivée là-bas. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, je me demande si mes sœurs aussi étaient pas là. Est-ce qu'il allait vraiment laisser mon petit frère avec les courses ou est-ce qu'il allait le ramener avec moi parce que mon petit frère, ils l'ont laissé vraiment là-bas tout seul. S'il n'y avait pas mes sœurs, il allait rester là-bas. Je me demande toutes ces questions-là. C'est pourquoi ils ont fait ça en fait. Est-ce que Ramatoulaye, avant de continuer, avant de nous expliquer un peu ce qui s'est passé par la suite, si tu as contacté des associations ou autres, par exemple, pour porter plainte, est-ce que tu peux juste activer ta caméra? Là, on a Oui, l'image. Là, vous voyez? C'est beaucoup mieux. Ah, c'est un peu noir, mais bon. C'est pas grave. Attendez. C'est pas grave, t'inquiète. Du coup, Ramatoulaye, par rapport à ce que tu as subi, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'après, tu as porté plainte, par exemple? Est-ce que tu as essayé au moins de porter plainte? Oui, j'ai un avocat qui s'appelle.
j'ai un avocat qui a fait les démarches pour porter plainte parce que dans ma tête, même quand j'étais au commissariat, je les répondais pas, mais j'étais quand même énervée contre eux. Je me disais quand même, je vais pas laisser cette affaire comme ça parce que je n'ai rien fait. Je suis pas une fille qui crée des problèmes à des gens. Donc, dans ma tête, c'était porter plainte et rien d'autre que ça. Donc, je l'ai fait. Et ça a été pris en compte ou est-ce que c'était compliqué de porter plainte quand tu es parti au commissariat, par exemple? Non, j'ai pas pu aller au commissariat vu qu'on est en confinement, mais on est parti à IGPN. Là-bas aussi, c'était compliqué parce qu'on est en confinement. Ils nous ont dit qu'il faut le faire par Internet. Et j'ai juste fait par Internet, mais c'était pas une plainte, c'était plutôt un signalement. Et après, j'ai pris un avocat qui en a pris en compte de tout et qui a fait les démarches pour porter plainte et je l'ai appelé la dernière fois, il m'a dit qu'il l'avait fait. D'accord. Est-ce que tu es en contact avec des associations, par exemple comme celle d'Amal qui gère un peu ce genre de situation ou bien oui, Amal, même la dernière fois, on avait parlé avec d'autres gens qui étaient aussi, qui avaient à peu près les mêmes cas que moi, mais vu que j'ai un problème un peu, que j'ai pas de téléphone, et on est sur comment ça s'appelle, on est un groupe de bavures policières, mais vu que j'ai un problème, comme j'ai dit, que j'ai pas de téléphone, vu que c'est les policiers qui m'ont cassé, donc, je ne peux pas suivre à peu près qu'est-ce que les gens disent, c'est juste, Madame Traoré, qui est Aminata Traoré, qui me dit quelqu'un a appelé pour toi, c'est elle qui suit tout, mais je voulais vraiment suivre tout, mais je ne peux pas parce que j'ai pas de téléphone malheureusement. D'accord, d'accord. Alors pour ceux qui nous rejoignent, alors aujourd'hui on est avec Amal Bentoussi du collectif Urgence Notre Police Assassine, Ramatoulaye dont vous venez d'écouter le témoignage qui a été victime d'une violence policière lors d'un contrôle le 19 mars dernier à Aubervilliers. Alors aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est, on va essayer de débattre un peu, d'échanger un peu sur cette différence de traitement entre nous, les personnes qui habitons les quartiers populaires, qui habitons en banlieue, et les Parisiens. Parce que Ramatoulaye, de ce qu'elle vient d'après son témoignage, et d'après même d'autres témoignages, si elle a subi ça, c'est aussi parce qu'on était à Aubervilliers. Parce que les gens il y a beaucoup de gens aussi à Paris qui ne respectent pas le confinement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette différence de traitement? Inde, par exemple, tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors moi, je pense quand même, comment ça s'appelle, ça se fait pas parce que c'est pas parce que eux, ce sont des policiers qui n'ont pas de traiter les gens des banlieues comme ça, parce que nous aussi, on est des êtres humains, parce que ils devraient nous traiter tous pareil, mais les policiers, qu'est-ce qu'ils font aux gens des banlieues? C'est vraiment horrible. Hein. Et toi, Amal, qu'est-ce que tu en penses de cette différence de traitement? Nous, le constat, ça fait déjà pas mal de temps qu'on le dénonce. Donc, la violence policière, elle date pas depuis le confinement. Bien évidemment que c'est un peu plus visible depuis qu'il y a le confinement parce que les gens ont la présence d'esprit de sortir leur appareil photo et de filmer, leur téléphone et de filmer, et c'est très bien. Et que l'actualité nous donne raison, en fait, de ce qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Moi, je voudrais rajouter que le traitement, oui, bien sûr, bien évidemment qu'il est différent parce qu'on l'a bien vu dans d'autres quartiers parisiens ou centre-ville. Le traitement, il est plutôt bienveillant avec une autre population et ça va mal se passer dans les quartiers. Qu'on ait son attestation ou pas. La question de l'attestation, c'est une excuse presque. On l'a bien vu avec le cas de Sofiane, on l'a bien vu avec le cas de Yassim, le cas de Shem, le cas de Mohamed. On a bien vu que tout ça, ce sont des prétextes. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est qui sont ces policiers qu'on envoie en banlieue? Parce qu'on voit bien que les policiers sont différents, se comportent différemment.
selon qu'ils soient en banlieue et selon qu'ils soient à la campagne ou dans des centres-villes. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Et moi, je voudrais dire aussi que la situation aujourd'hui, c'est aussi le constat de nombreuses années d'impunité policière. C'est-à-dire que les conséquences de ces la conséquence de tout ça, c'est l'impunité policière. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces policiers se permettent certaines choses avec une population et qui ne se permettent pas avec d'autres. C'est aussi parce que la justice les relaxe à chaque fois et que c'est de la responsabilité de l'institution judiciaire. Et ça, puisque c'est vrai que depuis quelque temps, on tape sur la police. Il faut le faire, il faut dénoncer ces actes, mais on tape pas assez sur l'institution judiciaire parce que c'est permis de tuer, c'est permis d'éborgner, c'est permis d'humilier, c'est permis de violenter une certaine population des quartiers populaires. C'est aussi qu'on les y autorise. Et du fait de ces non-lieux, de ces relax systémiques à chaque fois, eh ben, on voit bien le résultat, parce que certains policiers, on l'a bien vu avec le cas de ce policier qui monte chez son voisin avec son arme à la main, qui fait un snap, qui insulte et qui dit presque je vais monter et montre son arme sur ses snaps. C'est un collègue à lui apparemment qui l'a dénoncé, qui a envoyé ces images-là à un journaliste. Donc voilà, il faut espérer qu'il y a des policiers qui continuent à dénoncer, parce que c'est vrai que et on voit bien le traitement que subissent ces policiers-là aussi quand ils se mettent à dénoncer. Moi, j'ai été faire un tour sur sur le Facebook des avocats des policiers qui s'appelle Liénard, où il dit très clairement, vous savez, souvent il y a un insigne qui s'appelle Punisher. C'est l'insigne de la tête de mort. C'est la plupart des gens qui portent cet insigne-là, c'est des gens de l'extrême droite. Donc Punisher, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc sur Facebook, il appelle les policiers qui seraient amenés à commettre des violences à retirer toutes les conversations, tous leurs insignes qu'ils ont en leur possession, toutes les photos compromettantes en fait. Donc, vous imaginez un avocat qui, il faut le rappeler, qui est un ancien flic aussi et qui vient dire délibérément sur Facebook, de dire aux policiers qui sont mis en cause dans certaines affaires, surtout essayer de dissimuler de façon à vous montrer, une bonne facette de vous, alors qu'on sait que ces policiers agissent de la sorte. Et quand c'est pas anodin, quand on met cet insigne de Punisher, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, du coup, il faut continuer à dénoncer et continuer aussi à dénoncer l'institution judiciaire parce qu'elle est responsable, elle a une responsabilité dans tous ces cas de violence policière et notamment depuis le confinement. Moi, j'en appelle aussi aux ministres de l'Intérieur, au président de la République, qui ont du mal à reconnaître ces cas de violence policière et qu'à un moment, on arrête de se voiler la face parce que je peux vous dire que l'impunité crée des monstres et je sais de quoi je parle et pour éviter d'autres drames et pour éviter qu'un jour, il y ait des gens qui demandent, qui fassent justice eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a un ras-le-bol général de l'ensemble de la population. Bien évidemment, je ne souhaiterais pas que ça arrive, puisque ça voudrait dire que c'est la fin. Mais en tous les cas, il faudrait que la justice fasse son travail. Il faudrait que les pouvoirs publics rappellent ces policiers à l'ordre. Il faudrait que l'opinion publique et ces journalistes arrêtent de criminaliser et de trouver des justifications bidons à ces policiers,
sous prétexte qu'ils font un métier difficile. Il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles et pour autant, ils se mettent pas à tabasser des gens. Je pense notamment au personnel de santé qui ont manifesté aussi pendant un moment et qui se sont pris des coups. Voilà, et donc aujourd'hui, on en est là. Il faut vraiment qu'on fasse la lumière pour toutes ces affaires. Il faut qu'on condamne fermement ces policiers et que ça soit du ferme, que ce ne soit plus des condamnations de sursis ou des relaxes. Parce que l'impunité, je le rappelle, crée des monstres. Et un jour, on va y arriver. Alors, avant de passer la parole à Inde, juste pour noter quelques réactions sur le live. Alors, il y a des gens qui signalent, par exemple, par rapport à la violence policière, que dans leur quartier, il y a une absence totale de la police pendant cette période de confinement et du coup que les gens sont dehors, etc. Est-ce que c'est préférable d'être dans cette situation parce que moi, je me dis que tant mieux si la police n'est pas trop là. Parce que si elle est là dans ces quartiers-là, c'est que très souvent, ça se passe mal, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de cette absence? Inde, par exemple. Pardon. Est-ce que Inde est là avec nous? On t'entend pas, Inde. Du coup, je te laisse réagir à Amal, en sachant qu'il y avait une question pour toi. J'en profite pour la poser aussi. Alors, il y a Auguste qui nous demande est-ce que selon toi, ces policiers qui agissent de façon violente, est-ce qu'ils arrivent sur le terrain déjà avec cette violence ou plutôt c'est au fil des années qu'ils deviennent violents? Je pense qu'il y a certains policiers qui rentrent dans ce métier. Moi, je reçois pas mal de témoignages sur des policiers qui se sentent concernés, mais qui se disent vous généralisez. Et c'est vrai que c'est difficile pour les policiers qui sont amenés à faire correctement leur travail. Et du coup, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent voilà, il y a une minorité de policiers et on paye pour cette minorité de policiers qui est violente. Et qu'aujourd'hui, je dis tout simplement à ces policiers, s'il y a une minorité, il faut pouvoir la dénoncer, il faut la dénoncer. Après, je sais que c'est très difficile de pouvoir dénoncer des collègues parce que pour certains, ils reçoivent des menaces. Là, tout à l'heure, j'ai vu passer sur Instagram un policier qui témoigne et qui dit voilà, moi, j'étais dans la police et j'ai démissionné parce que il y a du racisme au sein de la police et que voilà, on les pousse ces policiers qui sont rentrés pour faire un travail leur travail correctement comme comme devrait le faire un policier interpellé sans pour autant devenir juge et bourreau. Et aujourd'hui, le cas de tous ces policiers, c'est qu'ils se sentent tellement au-dessus des lois qu'ils ne sont jamais condamnés et qu'aujourd'hui, on en est là, en fait, qui n'ont presque plus de limite parce que la limite, moi, demain, vous me dites demain qu'il n'y a plus de justice et que si demain je commets un crime où je serai amenée à à me venger du policier qui a tué mon frère, par exemple, et que demain je vais écoper de sursis, ben bien évidemment que je vais le faire, bien évidemment. Voilà, et qu'aujourd'hui, c'est logique, c'est dans la tête de ces policiers, c'est logique qu'il y ait des gens qui se sentent au-dessus des lois puisqu'ils ne sont jamais condamnés. On le voit avec toutes ces affaires de violences policières, de morts, des témoignages, des preuves qui disparaissent. Voilà, c'est un système qui est bien huilé, on les protège et on en est là aujourd'hui. Donc, les policiers, c'est des êtres humains comme vous et moi. Demain, si vous leur donnez l'autorisation de tuer, eh ben, ils continueront à tuer puisqu'ils savent qu'il n'y a aucune sanction. Donc voilà, et pour l'ensemble des citoyens, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de vivre en communauté et qu'on n'en arrive pas
à faire vengeance nous-mêmes. C'est aussi ces limites-là de la justice et qu'on sait qu'à un moment donné, si on passe à l'acte et qu'on dépasse cette limite, qu'on risque d'aller en prison. Donc voilà, et ça, c'est même un enfant de 5 ans va le comprendre. Donc c'est évident. Donc il faut que la justice fasse son travail. Moi, je tire la sonnette d'alarme encore une fois. Urgence, il y a urgence à ce que ces policiers soient condamnés parce que il en va de la sécurité de l'ensemble de la population. Mais je vous le dis, encore une fois, l'impunité crée des monstres. Alors attention. Je pense qu'on a bien compris. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire justement Tu m'entends? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux gens qui disent ils n'ont pas qu'à être dehors, ou par exemple pour le drame qui a eu lieu à Villeneuve avant-hier, certains de la communauté, quand je dis la communauté, je parle de la communauté des banlieusards, qui disaient il n'avait pas qu'à être dehors à 23h en train de faire du cross, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement? Encore une fois, ces gens-là, alors je ne sais pas si c'est l'effet confinement, bien évidemment qu'aujourd'hui, on est tous sous tension, qu'on a peur pour nos proches, qu'on a peur d'attraper ce virus, mais qu'il faut qu'ils se mettent en tête de légitimer ça, c'est légitimer autre chose à venir. Ce sont juste des prémices de quelque chose qui pourrait être encore plus important. Et vous savez, moi, je prends l'exemple des Gilets jaunes il y a quelques années. On se posait la question pourquoi ces gens-là ne nous soutenaient pas. Mais parce que ces gens-là n'ont pas été touchés par cette violence et qu'aujourd'hui, ils l'ont subie. Et qu'aujourd'hui, ils comprennent la situation des banlieues et des quartiers. Et qu'il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a une crise sanitaire, qu'on a peur pour nos proches, qu'on a peur pour nous-mêmes, mais qu'on ne doit pas oublier que tenir ce genre de propos, c'est dangereux pour les années à venir et c'est légitimer d'autres violences. Et peut-être que ces gens-là parlent comme ça, mais peut-être qu'un jour, ça sera un cousin, un proche. Vous savez, on est à l'abri de rien et personne ne peut se dire que demain, ça ne peut pas lui arriver. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la question des médias dans tout ça, parce que les médias ont quand même une influence très importante. Par exemple, la différence de traitement médiatique que fait les médias quand ils parlent des Parisiens dans les cas de non-respect du confinement et quand ils parlent des banlieusards. On a vu passer des articles, par exemple, où quand il s'agissait de parler des Parisiens, on disait qu'ils n'ont pas pu résister ou encore qu'ils ont eu des moments d'insouciance. Et quand on parlait de non-respect du confinement en banlieue, là, on parle d'indiscipline et c'est traité de manière beaucoup plus sévère dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement-là aussi? Ah oui, mais c'est clair que les médias ont aussi une responsabilité vis-à-vis de l'image que l'opinion publique peut avoir dans ce métier-là et que c'est le piège et qu'il faut simplement ne pas suivre ce genre de médias parce que parfois même, moi je vois les commentaires même de gens issus des quartiers populaires qui habituellement n'auraient pas justifié, légitimé cette violence et qui le font aujourd'hui. C'est aussi un espèce de comment dire, comme un espèce de truc qu'on répète systématiquement de façon à essayer de faire croire qu'il serait responsable en fait. Et bien évidemment que le traitement il est différent, l'utilisation de certains mots pour les uns et de certains mots pour les autres qui seraient beaucoup plus sévères. Bien évidemment que celui qui ne connaît pas les banlieues, qui ne connaît pas les quartiers, va se positionner et qu'il va falloir arrêter d'être des moutons tout simplement et de réfléchir par soi-même. Et moi, je me demande comment les gens qui habitent au fin fond de la France, qui n'ont jamais vu un noir et un arabe,
soit raciste en fait et cette peur des quartiers. Donc cette peur des quartiers, c'est aussi à travers les médias et à travers tous les reportages pourris sur la police et sur les quartiers, parce que quand il y a des belles choses qui se passent dans les quartiers, les médias, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup il y a plein de belles solidarités, il y a plein de choses qui se passent et on n'en parle pas. Donc ça aussi, il faut le rappeler à certains médias. Nous, on essaie de le faire, mais et qu'il faut aussi qu'on devienne nos propres médias aussi, puisque à travers les différentes pages qui puissent exister, les différents collectifs, les différentes personnes qui mènent le combat depuis de nombreuses années déjà, qu'aujourd'hui on doit contredire cette parole et être beaucoup plus présent, que ce soit sur les réseaux sociaux et que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télé et aussi qu'il y ait des journalistes issus de l'immigration qui viennent et qui donnent aussi un autre point de vue puisqu'ils ont vécu dans ces quartiers, donc ils la connaissent la problématique. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, quand je parlais à certains journalistes qui me disaient mais ça existe vraiment en fait ce que vous nous racontez. Donc du coup, au fur et à mesure, c'est peut-être pas de leur faute, mais aussi peut-être c'est à nous de faire l'effort encore une fois de contredire et de ne pas laisser cette parole s'installer et légitimer cette parole. Donc, c'est à nous de nous imposer, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, depuis 8 ans, avec d'autres, bien sûr, on n'est pas les seuls. Et je remercie tous les soutiens, toutes les personnes, tous les militants qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui partagent, les gens qui nous suivent sur notre page, puisque notre page, elle est quand même suivie par presque 74 000 personnes. Donc, ça a un impact aussi. Donc, à la limite, oui, il faut continuer à être créatif, à inventer des choses et à ne pas laisser cette parole raciste, islamophobe, fasciste de s'installer et voilà, et de réclamer nos droits et réclamer la justice, parce que moi, je peux vous dire, ça fait des années maintenant et tous les jours, je suis touchée par tout ce qui arrive. Quand on voit ce genre d'image, on n'endort pas la nuit en fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Amal, c'est que si aujourd'hui on a une augmentation, une banalisation de la violence policière, c'est parce que les policiers qui commettent ces actes-là savent qu'ils ne risquent rien auprès de la justice. Et c'est ce qui amène à des actes parfois dramatiques, comme ce qui s'est passé il y a 2 jours à Villeneuve-la-Garenne. Après, voilà, aujourd'hui, quasiment tous les jours, on a des témoignages, des vidéos où des policiers agressent, frappent gratuitement des personnes, souvent issues de minorités ou des quartiers populaires. Et moi, ce que je voulais, oui, tout à fait. vous demander, c'est en termes de solutions. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Par exemple, Ramatoulaye, toi, tu as fait le choix de porter plainte. Est-ce que toi, concrètement, qu'est-ce que tu attends de cette plainte-là? Ou bien, pour toi, c'est juste symbolique? Non, c'est pas question de symbolique. Moi, j'entends tout le temps que les policiers ils agressent les gens, qu'ils font des choses gratuitement, qu'ils ne sont pas punis. Moi, je me suis dit, c'est pas parce qu'ils ne sont pas punis que je ne vais pas porter plainte. Je me suis dit, je vais porter plainte pour que les gens qui se sentent tout le temps agressés par les policiers, que eux aussi, qu'ils essayent de faire le geste au moins, même si on sait déjà qu'ils vont tout le temps gagner, même si on sait que c'est le cas. On va essayer quand même de porter plainte et peut-être, on verra, peut-être que une bonne fois pour toutes, ils vont essayer de voir que c'est pas juste pour raconter des histoires, que c'est juste nous, on a envie de dire ça sur les policiers, que c'est ça qui se passe, mais c'est réellement eux qui le font et ils le font gratuitement. Donc, on essaie de voir ça, que justice soit faite, qu'ils soient punis de manière vraiment qu'ils le refait et qu'ils vont pas le refaire pour une raison valable parce que ce qu'ils font, c'est pas possible. Je ne suis pas la seule et je ne serai jamais la seule à être agressée. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'ils soient tous punis. Par rapport au fait de porter plainte, par exemple, tout à l'heure, Amal, tu disais que voilà, il y a certaines personnes qui n'engagent pas de procédure parce qu'ils savent d'avance que ça n'aboutira pas.
Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réellement impacter, pour que la justice prenne les décisions pour rendre vraiment justice quand il y a cas de violence avérée? Il faut que systématiquement, moi, via l'application UVP, on a mis un espèce de mode d'emploi, en fait, de façon à ce que, parce que on se rend pas compte. Moi, quand je suis au téléphone avec les victimes, on se rend pas compte comment on est désemparé. Parce qu'on se dit, comme je dis, on n'est pas victime à part entière quand on est victime de la police. On est victime, on est doublement victime. On est victime de la police, mais on est victime aussi de ce système qui nous enferme dans cette espèce presque de nous dire qu'en fait on serait coupable, en fait, que quelque part on l'aurait cherché. Et du coup, les conseils, c'est quand déjà ne rien lâcher. Vraiment, mais vraiment du fond du cœur, je vous invite à ne rien lâcher, même si c'est très dur, même si c'est difficile. Mais essayez de vous rapprocher de gens qui connaissent, qui connaissent tel ou tel avocat ou telle association, que nos expériences puissent aussi servir à d'autres et que nous, on est là aussi pour ceux dont on n'entend pas la parole et qui, pour eux, c'est difficile de pouvoir, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas forcément qu'on ne peut pas ne pas porter plainte si on ne va pas au commissariat surveillant. Les gens se disent, bon, si les policiers ne prennent pas notre plainte, eh ben, en fait, on ne peut pas porter plainte. Et du coup, il y a différentes façons de porter plainte. Et ça, nous, on le dit via l'application, on donne ce mode d'emploi. Vous avez la possibilité de porter plainte en passant par votre avocat, en écrivant directement au parquet. Le parquet a 3 mois pour instruire, vous donner une réponse. Au bout de 3 mois, sans réponse de la part du parquet, vous avez la possibilité de désigner, d'aller devant d'alerter le doyen des juges. Et le doyen des juges doit, en fonction des éléments de preuve que vous avez en votre possession, de nommer un avocat. Donc voilà, et il faut mettre le maximum de chances de son côté, de façon à avoir des témoignages écrits, des attestations avec pièces d'identité, faire des appels à témoins sur place, demander aux gens qui étaient sur place s'ils ont filmé, s'ils ont vu, faire des appels à témoins sur les réseaux sociaux et vous rapprocher d'associations, quelle que soit l'association, pas forcément nous, mais on est vraiment beaucoup à vouloir aider les familles de victimes ou les victimes elles-mêmes. Donc voilà, on est un peu partout en France et il faut vraiment que ces jeunes ne se disent pas, ces jeunes et moins jeunes malheureusement, parce que ça arrive aussi à des personnes âgées, ne se disent pas que tout est perdu en fait. Parce que si on part de ce principe-là, c'est qu'on leur laisse le champ libre en fait. Et que ça va continuer encore des années. Donc, il faut qu'on se soulève. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On a la chance aussi d'avoir l'opinion publique qu'on n'avait pas aussi avant avec nous, que certains qui n'étaient pas concernés maintenant le sont. Donc, vraiment, il faut qu'on crée des alliances, il faut qu'on soit une force de façon à s'indigner. Et c'est comme ça qu'on fera plier. C'est comme ça qu'on fera plier la justice. Parce que, oui, c'est pas évident quand on est face à des policiers et face à l'institution, face à la machine de guerre qu'ils sont. Puisque c'est une véritable machine de guerre en partant de la justice, mais en partant de l'institution policière qui ne se remet jamais en question. Hein, il faut le rappeler, l'institution policière, même face à des images où on peut voir des cas avérés de violence policière, ils vont vous dire non, c'est juste une interpellation musclée. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, il faut qu'on continue à sensibiliser l'opinion publique, qu'on continue à toucher même les personnes qui ne sont pas forcément concernées. Mais vous savez, c'est pas
c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Moi, je reçois de nombreux messages qui me disent, vous savez, avant, je me sentais pas concernée. Et maintenant, je comprends la situation des quartiers. Je comprends ce que la police fait dans les quartiers. Et je vous soutiens. Continuez. Merci de nous donner votre point de vue, de faire ce que vous faites, et on vous soutient. Donc voilà, si vous touchez une personne parmi 1000, c'est déjà, on a fait beaucoup. Donc il faut continuer et ne rien lâcher. Et Ramatoulaye, je trouve qu'elle a beaucoup de courage, et franchement, je lui dis bravo, parce que déjà, elle s'est pas laissée faire, et que voilà, on sera là pour l'accompagner, on sera là pour la soutenir, et avec aussi d'autres familles et d'autres victimes, mais ne pas se dire que tout est perdu. Voilà, le combat continue. Très important. Donc, comme elle l'a dit à Amal, n'hésitez pas, si vous êtes victime, à porter plainte, à contacter les associations comme Urgence Notre Police Assassine ou d'autres. Vraiment, le mot d'ordre, c'est ne rien lâcher. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrivera pas forcément à faire plier le système, mais à faire en sorte que la justice rende vraiment justice. Un dernier point avant qu'on termine. Comment on pourrait se préserver en sachant qu'on peut être potentiellement victime, comment on peut se préserver de la police pour éviter d'arriver à la situation où il y a bavure. Tout à l'heure, je disais dans les commentaires, quelqu'un qui disait que c'est simple, que c'est triste, mais qu'il fallait essayer d'éviter au maximum les contacts avec la police. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en arrive là? Ouais, mais après, des fois, tu n'as pas le choix quand tu te fais contrôler. Tu vois, tu n'as pas le choix que de les éviter. Après, il n'y a pas de solution miracle, hein. Moi, je pense au témoignage de ce jeune homme qui travaillait pour les hôpitaux et qui s'est retrouvé seul à un moment donné, qui s'est posé la question, qui habite à Aulnay et qui a cru à un moment donné, il s'est dit peut-être que j'aurais pu mourir. Il était tout seul et il n'aurait jamais cru que ça pouvait lui arriver, ce genre de situation. Et que, bah voilà, et que après, je ne suis pas là à faire la promotion de UVP. On n'a rien à gagner dans cette application. Cette application, on l'a faite, c'est le résultat de nombreuses années de réflexion de la police, de réflexion, mais aussi d'observation de la police française. Donc, l'idée de cette application UVP, filmer la police peut sauver une vie, c'est aussi une espèce de protection, puisque sachant que les images nous sont envoyées directement, de façon à dire à ces policiers, vous savez, vous êtes filmés et si ça se passe mal, on a des traces. Donc voilà, et il faut que cette application se répande au maximum dans les quartiers, de façon, parce que c'est bien beau Snap, mais Snap, ça ne reste pas. Bon, après, il y a des captures d'images, mais si le policier vient et vous enlève votre portable, il n'y a plus d'image. Donc voilà, et aujourd'hui, on le sait que les parquets, que les procureurs ont besoin d'éléments de preuves concrètes pour pouvoir condamner des policiers. On l'a vu dans une affaire qu'on a eu à suivre, notamment l'affaire des Lilas, où on voit un monsieur qui était alcoolisé, qui se prend des coups de Rangers dans la tête et que normalement, il avait été poursuivi pour outrage et rébellion. Et grâce à la vidéo qu'on avait mis en ligne sur la page Urgence Notre Police Assassine, la situation s'est retournée contre ces policiers. Et ce procureur a vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et a ouvert une information judiciaire contre ces policiers. Donc, d'où les images sont très importantes. Donc, ça peut servir comme élément de preuve et c'est très important, sachant que les images sont conservées sur nos serveurs et qu'on pourra les mettre à la disposition de la justice. Et c'est le but aussi de dire, bon, ben voilà, là, vous avez des images, on vous les met entre les mains, maintenant, à vous de réagir. Donc, c'est aussi une des solutions. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut créer et plein d'autres d'outils de façon à ce que ces policiers
se sache surveiller. Voilà. Alors, Est-ce que tu as des chiffres? Attends, est-ce que tu as des chiffres? on t'écoute, Lynn. Comment? Vas-y, on t'écoute. Ouais, est-ce que tu as des chiffres sur les interpellations, notamment là, durant cette période de crise sanitaire ou pas? Dans les banlieues, je parle. Ouais. Alors, les chiffres, c'est par rapport au nombre de décès déjà, c'est 3 morts depuis le confinement et on est à une dizaine d'interpellations violentes. Je pense aussi à cette petite fille qui est victime collatérale de 5 ans qui a pris un tir de flashball sur la tête et qui aura des séquelles à vie. Son papa s'est constitué partie civile avec qui on est en contact. Donc, voilà. Et donc, c'est à peu près une dizaine de personnes. Là, dernièrement, on a sorti un communiqué de presse où toutes les familles dont Ramatoulaye a pu s'exprimer pour raconter son histoire. On a mis aussi une cagnotte en ligne de façon à pouvoir aider et accompagner le cas échéant les familles qui auraient besoin un besoin financier aussi. Donc la cagnotte, elle est en ligne, elle est sur notre page Urgence Notre Police Assassine. Donc voilà, il y a un communiqué, il faut le faire tourner, il faut qu'on soit solidaire, il faut que tous ceux qui se revendiquent de lutter contre la question des violences policières fassent tourner ce communiqué qui est important puisque c'est aussi cette victime qui s'exprime et c'est cette victime qu'on doit soutenir. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire, on continue et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que je l'espère, même si on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses, mais qu'au moins on essaye d'aller tous dans le même sens sans se tirer dans les pattes. Voilà, donc il faut continuer comme ça et qu'on arrive à changer les choses parce que le but du jeu c'est pas d'avoir de la gloire pour nous, pour notre propre personne, mais c'est vraiment essayer de penser à nos enfants, nos petits-enfants, à notre descendance, parce que vous imaginez, il y a 20 ans, ça se passait comme ça, on en est encore là, et que dans 20 ans, peut-être nos enfants, les enfants de Ramatoulaye, subiront exactement la même chose. Donc, il faut qu'on prenne conscience que c'est maintenant que les choses se jouent. C'est maintenant. Et qu'on doit tous être ensemble. Alors, il y a des gens qui nous signalaient en commentaire qui disaient qu'il fallait peut-être penser à répertorier par ville des associations ou collectifs comme la tienne Amal qui gèrent ce genre de cas. Je pense que c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Donc là, par exemple, il y a l'application. On mettra le nom en commentaire. L'application mise en place par le collectif que vous pouvez utiliser pour filmer. Et l'avantage par rapport aux autres applications, c'est que là, les images sont directement conservées. Et je pense que petit à petit, avec ce genre d'initiative, on arrivera à faire bouger les choses. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, à retenir, si jamais vous êtes victime, ne lâchez rien, portez plainte, essayez de contacter les associations, les collectifs qui peuvent vous accompagner dans vos différentes démarches administratives pour porter plainte, etc. Très important. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Ramatoulaye, pour ton témoignage. Bon courage. Merci. Tu peux nous redonner le nom de l'application, comme ça on va la mettre en commentaire. Oui. Amal. Alors, c'est UVP, Filmer la police peut sauver une vie. C'est disponible sur Android, très prochainement sur iOS, sur iPhone. Donc voilà, et donc il faut vraiment que cette application elle se répande, qu'elle se généralise dans les quartiers et que ce soit une protection pour nous parce que eux, ils ont les armes. Nous, c'est ce qu'on a et si on peut l'utiliser, c'est un outil qu'on a mis en place. C'est fait pour nous, par nous et pour nous. Donc voilà. Merci beaucoup. Amal. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Au revoir, Ramatoulaye. Merci Ceux qui beaucoup. vont arriver après, n'hésitez pas à ceux qui sont là avec nous, n'hésitez pas à partager ce live. La vidéo va rester et n'hésitez pas à réagir. Nous, on sera là pour vous répondre en commentaire. N'hésitez même pas si vous avez des questions pour Amal, etc. On pourra lui transmettre. Vous pouvez aussi suivre le collectif Urgence Notre Police Assassine sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis, nous, on se dit à bientôt.
Salut. Au Au revoir. revoir.